Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Premier ministre réélu récemment, Viktor Orban, parce que dans le débat que je viens d'avoir avec Philippe Fabry, auquel je vous renvoie, très intéressant sur la méthodologie dans la géopolitique, on a eu un échange sur Orban et cet échange m'a montré qu'il y avait besoin d'explications que je n'ai pas eu le temps de donner pendant le débat. Donc, je vais vous repasser d'abord l'échange qu'on a eu pour que vous voyez d'où on part. Et on part de loin. Qui est Orban? Orban, c'est un agent russe et chinois. Et ça, c'est avéré. C'est quand tu creuses un minimum. Moi, je croyais que c'était, tu vois, c'est un calviniste comme moi, donc je pensais que c'était un mec bien, un vrai calviniste de droite, je sais pas quoi. En fait, ce gars-là, c'est un communiste. Il sert les intérêts de la Chine. Ça te fait rire? Mais Oui, Orban communiste, j'ai du mal. Oui. ah, tu as du mal. Ben, ils Oui. ont vraiment su te manipuler, alors. Ah, C'est tout. Oui. Alors voilà, moi-même, je suis parti de loin, puisque j'ai cru qu'Orban, c'était un opposant au nouvel ordre mondial. Il est toujours calviniste, comme Trump, ou comme moi. Il dénonce Soros et il défend Israël, comme Trump, ou comme moi. Il dénonce le lobby LGBT, comme moi, mais pas comme Trump. Et en plus, il avait été contre le communisme dans sa jeunesse. Donc pour moi, c'était bon. Toutes les cases étaient cochées. Et puis, je me suis rendu compte que en fait, il jouait double jeu et qu'en fait, il était même communiste. Donc j'ai dû ravaler ma fierté de calviniste, me remettre complètement en question et tenir compte de la réalité. Et je vous invite à faire de même parce que vraiment les enjeux sont importants. Alors, il faut quand même que je vous parle de cette mise en avant de son christianisme, comme Poutine d'ailleurs, même si c'est pas le même christianisme. Hein, Poutine est orthodoxe ou prétend l'être, alors que Orban prétend être calviniste. Eh bien, cette mise en avant, elle est faite pour donner de lui une image de conservateur, au lieu d'une image de communiste qu'il est. Alors que, je vous rappelle que les communistes peuvent très bien passer pour des conservateurs, comme Staline l'a fait par exemple à partir de 1941. Il a fait croire que subitement, il était proche des prêtres et qu'il il les mettait en avant, etc. Mais c'était pour la cause la cause de la guerre. Donc, les communistes, quand ils se déguisent, quand ils se camouflent dans des habits comme ça de chrétiens, eh bien, ils peuvent mieux séduire les droites occidentales et les influencer. Mais on voit bien que ça cloche quand on sait que, déjà, il se dit calviniste. Je rappelle que les calvinistes sont des libéraux conservateurs, comme Trump, et pas des anti-libéraux conservateurs, comme le prétend être Orban. Et puis les calvinistes sont des démocrates alors qu'Orban n'est pas démocrate. Donc justement, qu'est-ce qui permet de dire que la Hongrie d'Orban n'est pas une démocratie? Ben, c'est assez facile et c'est pas parce que les médias le disent que c'est faux. Hein, attention, ne tombez pas dans tous les pièges non plus. Donc il vient d'être réélu pour la quatrième fois de suite, d'accord? Donc depuis 2010 et puis il avait même été dirigeant avant. Donc c'est un dictateur. Hein, faut arrêter de tourner autour du pot. Euh, il se revendique de l'anticapitalisme, qu'il appelle illibéralisme, et il laisse très peu de place à ses opposants politiques. Par exemple, aux dernières élections d'avril 2022, il n'a laissé que 4 minutes à la télévision à son principal opposant, qui avait pourtant rassemblé derrière lui toute l'opposition à Orban à l'occasion des élections. Alors, si Macron ne laissait que 4 minutes à la télévision à Marine Le Pen pendant toute la campagne présidentielle, qu'est-ce que vous diriez et que diraient les partisans de Marine Le Pen? Or, elle est elle-même financée par Orban, c'est là qu'est l'os, comme dirait Louis de Funès. Il n'y a pas de liberté d'expression en Hongrie, sauf évidemment quand vous êtes d'accord avec le dictateur, c'est-à-dire avec Orban. Et il y a des liens très étroits entre la Hongrie et la Russie d'une part, et la Hongrie et la Chine d'autre part. Donc c'est bien l'alliance des dictatures à laquelle on fait face et à laquelle on va faire de plus en plus face. Donc, par exemple, le 4 octobre 2021, Le Figaro résumait la situation, je cite, la nouvelle ère que Viktor Orban annonce au lendemain de sa prise de pouvoir en 2010 en Hongrie comporte une ouverture diplomatique et commerciale vers l'Est. C'est ainsi que la Russie, mais aussi la Chine, sont devenus des partenaires de prédilection affichés de la Hongrie. De quoi faire de Viktor Orban le leader politique le plus pro-Chine
à l'échelle de l'Union européenne. Alors ça, c'est un propos de Tamas Matura, spécialiste de la Chine et enseignant à l'université Corvinus à Budapest. Lui et les autres leaders de son parti, le Fidesz, sont persuadés que l'Occident est voué à la disparition et que l'Eurasie est en pleine ascension. L'Eurasie, c'est cette théorie débile de Dugin qui influence beaucoup Poutine et qui prétend que l'Europe de l'Est, en fait, serait plus proche de la Russie que de l'Europe de l'Ouest, hein, comme le voulait l'URSS d'ailleurs. Alors l'autre facteur important, conclut le Figaro, c'est que cette relation étroite avec un autre régime illibéral, la Chine, peut aider M. Orban dans sa bataille contre l'Occident en général et l'Union européenne en particulier. Voilà. Donc, depuis le début de la guerre en Russie, ou plutôt en Ukraine, Orban fait tout pour aider la Russie, comme par exemple en bloquant la livraison d'armes à l'Ukraine. Par exemple, Libération résumait la situation le 27 juillet dernier. Isolé sur la scène européenne, le Premier ministre hongrois a été lâché par sa plus proche conseillère, qui l'accuse de propos teintés de nazisme dans un discours où il a également détaillé sa vision géopolitique très favorable à la Russie. Donc, la Russie est censée être anti-nazie, donc c'est assez gênant. Il réclame la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine et des négociations de paix entre Russes et Américains sans représentants ukrainiens. Merci pour les Ukrainiens, ça fait plaisir, ils se font détruire leur pays, mais ils n'ont pas le droit d'être là à la table des négociations, c'est intéressant. Alors nous, les Hongrois, nous ne sommes pas une race mêlée et nous ne voulons pas le devenir. La phrase est signée Viktor Orban et depuis que le Premier ministre hongrois l'a prononcée samedi, elle n'en finit pas de faire des vagues. Mardi, Sousa Egedus, conseillère de longue date de l'homme fort de Budapest, a démissionné avec fracas. Vous transformez votre position anti-migrant et anti-européiste en un pur discours nazi digne de Goebbels, accuse-t-elle dans une lettre transmise au magazine HVG, où elle dépeint un Premier ministre prônant une politique ouvertement raciste qui contraste fortement avec le Victor qui m'a embauché en 2002. Donc là, on ne parle pas d'une opposante, vous voyez, de Radio France, de Sophia Aram à France Inter le matin qui ferait sa chronique. On parle de quelqu'un qui est dans le cercle très proche, je ne sais pas si c'est le premier cercle, en tout cas, depuis 2002, Viktor Orban l'a embauché et elle travaillait à ses côtés. Donc ça fait 20 ans. Donc qu'elle dise ça, c'est pas innocent. Bien. Donc ils se radicalisent comme la guerre pousse les personnalités politiques à se radicaliser et à choisir leur camp. Donc ces liens avec la Russie, de la Hongrie, ont fait littéralement exploser le groupe de Visegrad avec donc la guerre en Ukraine, Orban étant le seul dirigeant de ce groupe, hein, qui regroupe, je rappelle, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, à être proche de la Russie de Poutine. Or, Orban fait tout ce qu'il peut pour soutenir la Russie, tout en accueillant de nombreux réfugiés ukrainiens, c'est vrai, mais il n'a pas le choix. Parce que s'il les avait refusés, ça aurait été considéré comme inhumain et ça lui aurait fait certainement perdre les élections qui ont eu lieu en avril, c'est-à-dire peu de temps après le déclenchement de la guerre. Alors Ouest France résumait la situation le 3 mars 2022. Conscient que l'invasion russe en Ukraine représente une ligne rouge pour ses partenaires de l'Ouest, Orban l'a condamné, allant jusqu'à soutenir les sanctions européennes. Connu pour sa politique anti-migrants, il a aussi surpris en ouvrant très vite ses frontières. Son pays, deuxième destination des réfugiés après la Pologne, a déjà accueilli plus de 133 000 exilés. D'habitude prompt à débiner l'Union européenne, Orban s'est même rangé derrière Varsovie et une dizaine d'autres États de l'Est qui appuient la demande d'adhésion accélérée formulée par le président ukrainien Zelensky. Donc comme Zemmour, comme Mélenchon, comme Marine Le Pen en France, il a il a retourné sa veste temporairement et une fois qu'il a été réélu, eh bien, il a pu retourner à son discours habituel et même tenir des propos indignes. Alors, ça c'est pour la Russie. Avec la Chine, ces liens sont très importants aussi. La Hongrie fait partie du 16+1, qui est la sphère d'influence chinoise en Europe de l'Est. 16, c'est les 16 pays, et 1, c'est la Chine. Et vous avez dans ce groupe l'Estonie et la Lituanie qui viennent d'en partir, parce que ce sont des pays baltes qui sont directement menacés par l'axe sino-russe, et donc ne peuvent pas rester, d'autant que la Chine ne condamne pas la Russie, bien au contraire. Alors en mars 2017, la Hongrie a fait pression sur le bloc de l'Union européenne pour qu'il n'ajoute pas son nom à une lettre commune des ambassades internationales pour dénoncer la torture des avocats détenus en Chine. C'est pour vous montrer le niveau moral de Viktor Orban, dont on nous tresse des lauriers à la droite et à l'extrême droite française. Tu parles. Le 25 septembre 2018, Epoch Times écrivait
Lors d'un voyage en Hongrie en 2011, l'ancien Premier ministre chinois Wen Jiabao a déclaré que la Hongrie deviendrait une porte d'entrée sur le marché européen. Le voyage de Wen Jiabao a marqué la première rencontre du format 16+1, c'est-à-dire les 16 pays d'Europe et la Chine, et le début des efforts de Chine pour influencer la Hongrie. En avril, la Chine avait investi au total plus de 2,75 milliards d'euros en Hongrie, selon les données du ministère chinois des Affaires étrangères. Voilà, donc c'est un collabo de la Chine comme les Macron, vous voyez, ils ne sont pas différents à ce niveau-là, ils ont le même maître. C'est pour ça que les opposés me fait doucement rigoler. Un chemin de fer est l'investissement principal de Chine en Europe centrale. La modernisation du chemin de fer de 350 km reliant la capitale serbe de Belgrade à Budapest, capitale de la Hongrie. Donc là, c'est pas étonnant de voir les Chinois relier la Serbie à la Hongrie, qui sont leurs deux principaux alliés en Europe de l'Est. Pékin avait l'intention d'utiliser ce chemin de fer, donc un projet des nouvelles routes de la soie, pour transporter des marchandises arrivant au port grec du Pirée, qui appartient à la compagnie maritime publique chinoise COSCO. La cargaison passerait par la Hongrie pour être transportée vers le reste de l'Europe. Et là, vous voyez bien que, contrairement à ce que m'a dit Philippe Fabry là aussi dans le débat, les nouvelles routes de la soie n'ont rien à voir avec les anciennes. C'est-à-dire que les anciennes, c'était des routes commerciales, alors que les nouvelles, c'est des routes militaires, déguisées en routes commerciales pour l'instant, évidemment. Mais la Chine met en place son système de logistique qui va lui permettre d'agir quand les hostilités seront déclarées, évidemment. La section hongroise d'environ 152 km de la ligne ferroviaire de 350 km est actuellement en cours de planification et devrait être achevée en 2023. En fait, on va voir que ça a été repoussé en 2025, puisque le Courrier international, le 24 avril 2020, nous indiquait que la Chine et la Hongrie avaient conclu le 24 avril un accord prévoyant la construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Budapest et Belgrade, dont la livraison est attendue en 2025, un chantier ambitieux à 2,1 milliards de dollars, à moins qu'il s'agisse d'une autre ligne à grande vitesse, celle-là, donc ça serait plus pour un peu comme notre Paris-Lyon, et ça serait donc en plus du fret. Voilà, ça serait pour doubler, donc là ça devient vraiment important. Mais le 19 mai 2020, c'est-à-dire 3 semaines plus tard, on apprenait que la Hongrie classait secret les détails du contrat chinois de la liaison ferroviaire entre Budapest et Belgrade. Tiens, tiens. Le site de la RTBF indiquait: le Parlement hongrois a voté mardi en faveur de la mise au secret pour 10 ans des détails du contrat de financement par la Chine de la ligne ferroviaire Budapest-Belgrade, considéré comme l'investissement d'infrastructure le plus important jamais réalisé en Hongrie. Voilà, donc comme ça, on sait à qui on a affaire. La Hongrie a accepté par ailleurs très tôt les vaccins chinois, comme les vaccins russes d'ailleurs, alors qu'il a été reconnu très tôt que ni l'un ni l'autre ne marchait bien. Et du coup, c'est le deuxième pays au monde avec le plus de morts par habitant du Covid, après le Pérou. Et donc, c'est pas le Pérou. La Hongrie, c'est le pays avec le plus d'instituts Confucius par habitant. Donc ça, c'est pas rien non plus, parce qu'il y en a dans des centaines de pays. Et juste après, la Biélorussie, donc le satellite de la Russie. Et donc largement devant même la France, qui est collabo de la Chine, les États-Unis, même si le nombre a diminué depuis que j'ai relevé ces statistiques, ils en ont fermé un certain nombre, l'Italie, l'Allemagne et même la Russie. Donc la Hongrie est vraiment une des pires collabos de la Chine au monde. En avril 2020, seuls 27 des 28 ambassadeurs de l'Union européenne ont conjointement publié un rapport critiquant les nouvelles routes de la soie de la Chine pour avoir fait fi des normes internationales de transparence, tout en défendant les intérêts chinois. Ça a été rapporté par le journal économique allemand Handelsblatt. Donc toujours pas de morale, mais les intérêts géopolitiques et éventuellement économiques, mais là c'est surtout l'idéologie communiste, n'en déplaise à Philippe Fabry, qui dirige tout cela. Parce que le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas participé, donc c'était la Hongrie, vous l'aviez deviné. Et puis le 6 juin 2021, Euronews indiquait qu'il existe un partenariat avec l'université Fudan de Shanghai pour construire un campus sur 50 hectares en Hongrie. La Hongrie aurait contracté un prêt auprès de Pékin pour financer les travaux évalués à 1,5 milliard de dollars. Donc c'est ça aussi les nouvelles routes de la soie. Et la stratégie de la Chine, c'est créer des dettes pour ensuite mettre la main sur des parties du pays. Donc Orban est tout sauf un patriote. Il laisse son pays se faire envahir par l'étranger. Et ça, normalement, des patriotes devraient le comprendre et devraient voir c'est pas l'astuce, c'est vraiment le piège.
Donc la Chine construit son cheval de Troie avec l'aide de l'argent hongrois, car le gouvernement hongrois est un partenaire de Pékin. Ça, c'est une déclaration de la maire du 9e arrondissement de Budapest, Christina Barani. Et puis, dernière chose que je peux vous dire, enfin une des dernières choses, le 29 juillet 2022, il y a 3 semaines, l'agence, donc l'équivalent de l'AFP chinoise qui s'appelle Xinhua, elle indiquait dans une dépêche, une ville de l'Est de la Chine ouvre une ligne de train de marchandises vers Budapest. Donc vous avez la Chine qui construit des lignes entre Belgrade et Budapest d'une part, et puis des lignes entre Budapest et la Chine d'autre part. Donc un train de marchandises Chine-Europe transportant 100 conteneurs de 20 pieds équivalents, EVP, a quitté Hefei, capitale de la province de l'Anhui, dans l'est de la Chine, vendredi après-midi pour Budapest en Hongrie, marquant le premier voyage entre les deux villes. Les produits fabriqués dans l'Anhui, tels que des composants de panneaux solaires, des machines électriques et des onduleurs, d'une valeur totale de près de 10 millions de dollars américains, devraient arriver à Budapest dans 16 à 18 jours par le train, après un voyage de plus de 10 800 km. Et on sait très bien que ces nouvelles routes de la soie par le train finissent en Allemagne, à Duisbourg, et vous verrez qu'il y a un lien, de toute façon, entre l'Allemagne et la Hongrie, et notamment Angela Merkel et Orban. Alors le 12 août 2022, donc il y a 4 jours, All News indique que le chinois Contemporary Amperex Technology va investir 7,5 milliards en Hongrie. Des milliards de dollars, évidemment, c'est gigantesque. Le plus grand constructeur mondial de batteries pour véhicules électriques va construire une usine de 100 gigawattheures dont Mercedes-Benz sera le premier client. Société chinoise, donc CATL, va investir 7,54 milliards de dollars pour construire une usine en Hongrie, a annoncé vendredi le plus grand constructeur mondial de batteries pour véhicules électriques. Cette usine de 100 gigawattheures à Debrecen, dans l'est de la Hongrie, sera le plus important projet d'investissement dans le pays, selon des responsables hongrois. Ce sera la seconde usine de batterie en Europe de CATL, après une première en Allemagne. Voilà, donc là je ne vais pas parler de l'Allemagne, ce n'est pas le but, mais sachez que Merkel, c'était aussi une collabo sino-russe, et on va retrouver le même modèle avec Orban, puisque Merkel est en partie, elle a laissé le bébé à Scholz, qui est évidemment un sino-russe comme elle, mais lui, il arrive dans des conditions un peu différentes. Et là, Orban, il est encore dans la position dans laquelle était Merkel, c'est-à-dire qu'il a plongé son pays dans la collaboration avec la Chine et la Russie. Et là, il va vraiment, il double la mise avec cette histoire d'usine gigantesque, enfin, vous imaginez. Et donc, ces liens importants avec la Chine, eh ben, quand même, ils provoquent l'ire de nombreux Hongrois. Alors, par exemple, Reuters en parlait le 5 juin 2022, des milliers de Hongrois, dont certains brandissaient des banderoles proclamant trahison, ont manifesté samedi contre le projet d'une université chinoise qui voulait ouvrir un campus à Budapest. Les opposants au Premier ministre Orban l'accusent de s'acoquiner avec la Chine et craignent que le campus ne nuise à la qualité de l'enseignement supérieur et n'aide Pékin à accroître son influence en Hongrie et dans l'Union européenne. Parce que c'est un projet gigantesque d'université là aussi. Mais ça n'a pas suffi pour peser dans l'élection législative, tout ce lien avec la Chine et avec la Russie. Et donc Orban a remporté haut la main cette élection, surtout qu'il a laissé, donc, comme je vous le disais, 4 minutes à son opposition. Bref, il a tous les leviers de pouvoir aujourd'hui. Donc la Hongrie, par ailleurs, fait partie des 7 pays qui font partie à la fois de l'Union européenne, de l'OTAN et du 16+1. Donc il y a aussi la République tchèque, la Pologne, la Lettonie, l'Estonie, la Slovénie et la Croatie. Mais maintenant, les pays baltes sont partis du 16+1, donc il ne reste plus que la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et la Croatie. Et donc ça lui permet, comme à ces autres pays, d'influencer de l'intérieur les institutions occidentales, tout en bénéficiant de sa manne financière. La Hongrie est le deuxième pays après la Pologne qui touche le plus de l'Union européenne depuis plus d'une décennie maintenant. Alors maintenant, je vais vous parler de l'idée qu'a développée Yuri Bezmenov dans des vidéos qu'on trouve facilement sur le net, l'idée de subversion communiste, et l'idée de convergence, alors là qui est un concept de Golitsyn, et qu'on trouve pas du tout, puisque Golitsyn a été censuré pendant 38 ans. Donc moi, bon, je ne reviens pas longuement sur le concept de subversion, hein, vous le connaissez mieux, j'imagine, que celui de convergence.
Donc il s'agit, comme l'avait expliqué Besmenov, le KGB passait beaucoup plus de temps, d'argent et d'énergie à subvertir l'Occident qu'à l'espionner. Et ça, on l'oublie souvent, on pense que le KGB, voilà, c'est une agence d'espionnage. Or, la subversion est clé pour les communistes parce qu'elle permet de faire s'effondrer les pays de l'intérieur. Et là, on le voit bien aux États-Unis avec des Black Lives Matter et des Antifa, etc. D'ailleurs, qui reçoivent l'aide de Soros aussi. Donc, on voit bien que Soros, en fait, joue le jeu des communistes. Et puis, en Europe, eh bien, vous avez les Greenpeace, vous avez voilà, tout ce qui est pour le changement climatique ou contre le changement climatique, etc. Tout cela, ça fait partie de la subversion, sans parler des médias, sans parler de la propagande dans l'université, etc. Donc, je ne reviens pas sur cette idée de subversion, mais sachez que ça fait partie des outils que le communisme a à sa disposition pour lutter contre l'ennemi sans lui déclarer la guerre. Et puis, il y a le concept de convergence de Golitsyn, et là, je vais m'y attarder un peu plus parce qu'il faut que vous le compreniez. Dans le cadre de la Hongrie et d'Orban, il parle de la convergence financière. Alors, il ne parle pas d'Orban, évidemment, puisque son livre est paru en 84, et Orban encore n'est pas encore au pouvoir. Mais il décrit très bien le phénomène de transfert financier entre l'Ouest et l'Est, et que l'Union européenne, ce qui ne s'appelait pas encore l'Union européenne, allait permettre. Donc, c'est le plus grand transfert financier de l'histoire, d'abord avec la réunification, puisque l'Ouest a financé l'Est de l'Allemagne, et donc le communisme, puisque Merkel, derrière, était une dirigeante communiste qui a fait le contraire d'une libéralisation du pays, hein, en plus en faisant venir des immigrés massivement, donc en rendant son pays dépendant de la Russie au niveau énergétique et de la Chine au niveau commercial. Donc elle s'est mis vraiment, c'était son objectif principal. Voilà. Et Schröder avant elle, qui est devenu un agent russe ouvertement après avoir quitté le pouvoir. Et donc Orban, c'est la même chose. Et lui, en plus, il fait bénéficier son pays de la manne financière de l'Union européenne, c'est-à-dire de nous. C'est nous qui payons Orban, vous voyez, c'est nous qui payons la Pologne et quelques autres. Donc ça, c'est une première chose. Il y a eu un transfert vers les anciens pays de l'Est qui, d'après Golitsyn, sont restés communistes, mais sans le dire. Vous voyez, Orban n'a jamais dit qu'il était communiste. Il le cache bien, mais au final, il fait une politique communiste. Et donc ça, c'est la deuxième partie de la convergence, c'est la convergence idéologique. Donc des communistes se présentent comme étant de droite pour ne pas être détectés et pour faire converger l'Occident capitaliste vers le communisme. Et ça, c'est exactement le positionnement d'Angela Merkel. C'est pour ça que je vous en parlais. Elle, soi-disant, elle était de droite, mais en fait, c'était une agent marxiste, formée par les marxistes, qui s'est retrouvée à la tête de l'Allemagne et d'un parti de droite, dit de droite. Et on a la même chose en France avec des gens comme Raffarin, par exemple, qui est le plus collabo de la Chine, ou l'UMP, qui a signé un accord avec le Parti communiste chinois en 2009. Et c'est soi-disant la droite. Mais, donc ces gens-là sont des communistes. Je veux dire, Raffarin et Villepin ont félicité le Parti communiste chinois pour son centenaire, alors qu'ils sont de droite, soi-disant. Donc, Golitsyn explique dans son livre des mensonges pas si nouveaux, un des objectifs intermédiaires est le désarmement idéologique de l'Occident afin de créer des conditions favorables à la phase offensive finale de la politique et à la convergence ultime de l'Est et de l'Ouest sur des bases communistes. Voilà ce qu'on entend par convergence quand on parle de ce concept inventé par Golitsyn pour expliquer la stratégie du bloc communiste pour faire devenir l'Occident communiste. Donc les Occidentaux espéraient que la Chine s'occidentalise, c'est pour ça qu'il justifiait son entrée dans l'OMC en 2001 et tout le commerce et les délocalisations en Chine. Eh bien, c'est l'Occident qui devient chinois, le modèle chinois étant le modèle communiste poussé à son extrême. Et on le voit, surtout avec la pandémie, qui a été déclenchée par une attaque biologique, là aussi, donc ça valide ma thèse de l'attaque biologique, qui est déjà validée dans tous les sens, mais il n'y a que ceux qui ne veulent pas y croire qui n'y croient pas, c'est tout. Alors, Orban,
on l'a vu organiser un CPAC en Hongrie. Le CPAC, c'est cette conférence des conservateurs américains qu'ils exportent dans certains pays. Et donc la Hongrie a reçu un CPAC récemment, auquel étaient conviés notamment Jordan Bardella, vous voyez, du RN, et puis tout un tas de gens, y compris américains, qui ont été infiltrés. Hein, parti conservateur américain a été infiltré par les communistes, qui voient en Orban un grand défenseur des valeurs conservatrices, bien sûr. Et puis, il a été du coup invité au CPAC aux États-Unis, qui a eu lieu récemment au Texas. Et puis, il avait aussi été interviewé comme un grand démocrate, défenseur des libertés et des valeurs du christianisme par Tucker Carlson de Fox News. Alors, Tucker Carlson, c'est une taupe, lui aussi. J'ai beaucoup cru en lui au début. Et puis, en fait, quand vous cherchez un peu, il vient de la gauche. Il était sur les médias de gauche au début. Il est arrivé sur Fox News et il a participé donc à cette convergence au niveau des médias américains. Donc, c'est ça la stratégie des communistes et c'est très bien vu. Voilà. Alors, Golitsyn et J.R. Nyquist sont dans le même temps totalement exclus du Parti républicain depuis 40 ans. Golitsyn est mort en 2008, mais sa thèse, eh bien, elle est toujours vivante. Et elle se démontre chaque jour un peu plus, et ce depuis près de 40 ans. Donc, normalement, des conservateurs américains qui l'ont compris devraient faire un triomphe à J.R. Nyquist, qui est l'intellectuel américain qui, depuis 35 ans, quasiment seul et contre vents et marées, passe son temps à hurler dans le désert contre justement cette infiltration, cette subversion et cette convergence. Eh bien non, on invite Orban, mais on n'invite pas J.R. Nyquist. Voilà. Donc c'est bien la preuve que, pour l'instant, les communistes ont gagné aux États-Unis, et c'est pour ça que Biden a été mis au pouvoir alors qu'il n'avait pas gagné les élections. Et donc, en Europe, Orban, donc, comme je le disais, il fait partie d'une coalition qui va du RN à Salvini en Italie, du PIS en Pologne à l'AfD en Allemagne. Et comme J.R. Nyquist dénonce aux États-Unis ceux qui déroulent le tapis rouge à Orban aux États-Unis, eh bien moi, je dénonce ceux qui lui déroulent le tapis rouge en Europe et notamment en France, comme le RN ou Zemmour. Je rappelle que Zemmour puis Marine Le Pen lui avaient rendu visite à Orban en personne pendant leur campagne. C'était une sorte d'adoubement. Et là, on voit le lien après avec Macron, puisque c'est les mêmes qui ont financé Zemmour et qui ont financé Macron. Donc on voit bien le jeu que toute cette oligarchie composée du parti au pouvoir et de l'opposition contrôlée nous tourne en bourrique, nous font croire qu'il y a une démocratie en France, alors qu'on n'est qu'une démocratie populaire, hein, comme il y en avait sous sous ce qu'on appelait l'URSS. Et on a bien vu, ça sautait aux yeux, parce que ce sont des mauvais comédiens, pendant le débat de deuxième tour, qu'il n'y avait là rien de politique, mais tout de politicien. Et on comprend mieux la stratégie quand on lit Golitsyn, quel est le rôle joué par une Marine Le Pen ou même un Zemmour qui était là pour dédiaboliser Marine Le Pen et lui permettre d'être au second tour. Alors, j'ai débattu avec Édouard Husson, qui est lui-même proche d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal, et aussi d'Orban. Et voilà ce qu'il a déclaré dans un tweet. Ça m'a pas vraiment surpris, mais c'est important de le noter parce qu'il le dit publiquement. Aujourd'hui, la Russie conservatrice a besoin de la Chine communiste contre le fascisme gris occidental et son bras armé ukrainien. Donc ça, c'est une déclaration très violente de la part d'un universitaire qu'on connaissait plus modéré, mais qui abat ses cartes maintenant que la guerre en Ukraine, est déclarée, et que lui-même se positionne du côté de l'axe sino-russe, alors qu'il faisait croire, quand il débattait avec moi, ou plutôt contre moi, chez Berkov, qu'il était contre la Chine communiste, bien sûr. Et maintenant, là, il dit il faut être du côté de la Chine communiste, donc il fait tomber le masque, Édouard Husson, et donc il y a plus. Moi, j'avais pas de doute, si vous voulez, mais c'est bien qu'il le dise lui-même. Voilà, comme ça, c'est très clair pour tout le monde. Alors, dans son livre Des mensonges pas si nouveaux, Golitsyn explique que l'insurrection de Budapest en 1956 était authentique. Et donc, elle a totalement échappé aux communistes parce qu'elle venait de la base. C'est pour ça que derrière, ils ont fait en Tchécoslovaquie une révolution fausse, mais qui venait du sommet, voilà, pour la gérer. Ils fonctionnent souvent comme ça, les communistes, d'après Golitsyn. Donc, quand il y a eu la vraie scission entre Tito et Staline, les communistes ont été très surpris de voir l'Occident venir au secours et au chevet de Tito. Donc, ils se sont dit, on va faire une fausse scission, mais cette fois avec la Chine, et on verra l'Occident
venir au secours et au chevet de la Chine, et on en tirera tous les bénéfices. Donc, ils ont fait la même chose entre Budapest et Prague. Et donc, quand même, ils se méfient beaucoup de la Hongrie, hein, parce que cette insurrection de Budapest en 56, elle n'était pas du tout prévue, hein, et elle a failli faire tomber déjà le gouvernement communiste en Hongrie, mais aussi à ébranler l'URSS. Donc, ils ont mis les structures qui garantiraient que cela ne se reproduirait pas, et c'est pour ça qu'Orban, aujourd'hui, est sans doute le plus pro-russe et pro-parti communiste chinois qu'on voit. Ça, c'est pas ce que dit Golitsyn, mais c'est ma conclusion, c'est ma déduction. Et d'ailleurs, on oublie trop souvent que c'est le soi-disant anti-stalinien Khrouchtchev qui a procédé à la répression en Hongrie. Et on nous présente toujours Khrouchtchev comme ce libéral qui était anti-stalinien, le rapport Khrouchtchev, etc. Or, c'est lui qui a commis la répression en Hongrie en 56. Répression violente, ultra-violente, avec les chars et les tanks et tout ce que vous voulez, la répression dans le sang. Et là, on peut faire le parallèle avec le soi-disant libéral Deng Xiaoping en Chine, hein, qui s'était occupé, lui, de réprimer dans le sang les manifestants de la place Tiananmen, qui était une manifestation tout aussi imprévue que celle de Budapest. Voilà. Donc, dans son livre, Golitsyn explique aussi que, je cite, un autre facteur important dans le choix d'Andropov, donc Andropov, c'est celui qui a été choisi par l'appareil soviétique pour devenir le chef avant Gorbatchev. Et donc, ils disent, Golitsyn dit, un autre facteur important dans le choix d'Andropov est son rôle de leader dans la préparation de la libéralisation, entre guillemets, tchécoslovaque de 67-68, et de la libéralisation, entre guillemets, en Hongrie, qui a eu lieu alors qu'il était à la tête du département du comité central responsable des relations avec les pays communistes jusqu'à la mi-67. Donc, c'est Andropov, donc ancien chef du KGB, hein, je vous rappelle aussi, qui s'est occupé de la soi-disant libéralisation en Hongrie et donc qui a mis en place les structures qui garantiraient à la Hongrie de rester dans le camp communiste, mais sans le dire. Après donc la chute volontaire de l'URSS. Voilà. Donc là, il faut vraiment vous plonger dans Golitsyn si vous voulez essayer de comprendre tout ça, parce que c'est un peu complexe, c'est vrai, mais quand on lit son livre, c'est beaucoup plus clair. Alors ma conclusion sur Orban, j'espère que donc ça vous aide à comprendre pourquoi j'ai fait cette déclaration dans mon débat face à Philippe Fabry. Et je pense que maintenant, il faut compter sur Orban, qui vient d'être réélu pour 4 ans de toute façon. Donc, si Poutine, par exemple, menace d'aller plus loin en Europe si l'OTAN reste en Europe, eh bien la Hongrie d'Orban, à mon avis, serait un des premiers à quitter l'OTAN et à rejoindre officiellement le camp sino-russe, hein, vu qu'il en fait déjà partie officieusement. Et donc, moi, je le considère comme non seulement un collabo de l'ennemi, mais comme un ennemi, hein, puisque il collabore ouvertement avec ceux qui veulent notre destruction, hein. Je vous rappelle que la Russie nous menace via sa première chaîne de télévision de nous envoyer des missiles nucléaires sur la tronche. Donc, ça, il faut en tenir compte. Quand votre ennemi vous désigne comme ennemi, eh bien, vous en tenez compte. Et donc, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc, j'espère que cela vous éclairera. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo.